C'est dans cette ambiance très tendue que le texte est transmis au Sénat qui doit l'examiner au mois de mars. Ça laisse du temps à la droite, majoritaire à la Haute Assemblée, d'affûter ses arguments. La commission des lois a programmé une longue liste d'auditions, 80 personnes au total, et surprise, rien ne se passe comme prévu. Les associations influentes dans la communauté homosexuelle ne se privent pas de dire tout le mal qu'elles pensent du texte. Certaines le trouvent mal rédigé, incomplet, d'autres estiment qu'il ne va pas assez loin. Les opposants au Pacs boivent du petit lait. Confiants, les sénateurs de droite choisissent de ne pas reproduire les excès de leurs collègues députés au Palais Bourbon et de porter le débat sur le fond. Mais ils vont trouver face à eux des sénateurs de gauche bien décidés à leur répondre. Vous ne changez de posture que dans le seul but que rien ne change. N'était l'agilité intellectuelle du rapporteur Patrice Gélard, nous en serions restés à la récitation laborieuse et pétrifiée de votre catéchisme sur la famille immuable, le mariage inchangé, comme nous l'avons entendu d'orateur en orateur, oubliant que la famille, le mariage ont une historicité, qu'elles n'ont pas toujours été ce que vous défendez et qui vous, si vous cherchez. Poursuivez. C'est pas moi qui cherche à faire entrer la Bible à coups de poing dans le code civil, c'est plutôt les vôtres. Bien. Bon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. En mars 99, vous êtes sénateur socialiste de l'Essonne et le texte sur le Pacs arrive au Sénat après des débats très tendus à l'Assemblée nationale. Et pour vous, c'est pas tout à fait un texte comme un autre, parce que vous avez été le premier parlementaire français à déposer une proposition de loi pour une forme de partenariat civil 10 ans plus tôt. On a retrouvé votre proposition de loi à l'époque, et le mot homosexuel n'y figure pas, ou relation de même sexe. Parce que c'était tabou ou parce que vous aviez déjà dépassé cette question? Moi, j'étais sur un autre plan, mais je veux pas faire le malin. C'était pas facile à l'époque. J'ai fait le tour pour trouver des gens. Ici au Sénat, on voulait pas en entendre parler? Disons que dans le groupe, alors il y avait toujours des bonnes raisons, hein. Ceux du Pas-de-Calais me disaient « Ah, écoute, on a d'autres sujets quand même. Nous, ce qui intéresse les gens, hein, c'est les travailleurs, ou bien c'est l'agriculture, ou bien... » C'est toujours une bonne raison pour dire « Ah, puis les gens comprennent pas ce truc-là, ça va pas le faire. » Mais je vous garantis que j'ai dû aller les chercher avec les dents. Du coup, votre proposition fait pchit? Complètement. Mais j'ai été content de l'avoir fait. Et alors, 9 ans plus tard, donc, le texte du Pacs arrive ici, oui, dans une ambiance assez surchauffée dans le pays. Qu'est-ce qui se joue pour vous à l'époque dans la bataille du Pacs? Est-ce qu'on est sur un affrontement gauche-droite classique ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Moi, je pense que ce n'est pas vrai qu'à l'époque, tous les gens de droite auxquels je m'affrontais ici au Sénat, qui est quand même leur terrain de camping à perpétuité, étaient hostiles. Ce n'est pas vrai. Il y en avait qui étaient horriblement hostiles, mais pour des raisons... Comment vous dire? Que finalement, une chose dans l'autre, je peux respecter. Ceux qui sont animés par la foi religieuse, par exemple, sont toujours dans une erreur, je le leur dis amicalement. L'autorisation de faire un couple homosexuel n'est pas l'obligation de le faire. Donc ce que nous donnons, c'est une liberté. Si bien qu'en quelque sorte, le libre arbitre, qui compte quand même dans la foi religieuse, et la responsabilité devant Dieu, qui est totale dans la religion, n'est pas effacée, au contraire. Il faut bien comprendre que c'est ce qu'il y a de plus intime, la formation du couple et la relation à la mixité. Et par conséquent, c'est là que vous allez toucher ce qui constitue la personne. Mais les propos qui étaient tenus étaient à certains moments tellement caricaturaux, puis pour moi, il y avait un certain plaisir à l'ajout. Il y a comme une forme de gourmandise, parce que vous ne laissez rien passer à la droite dans l'hémicycle. C'était un trop beau débat pour laisser passer quoi que ce soit. Puis si vous voulez, ils ne se rendaient plus compte de ce qu'ils disaient. À un moment donné, je sais pas moi, les homosexuels, si on écoutait, ils n'avaient aucun droit, c'était plus des êtres humains. On leur dit, oui, une famille, c'est comme ci et comme ça. Vous croyez qu'ils n'en ont pas de famille? Justement, votre question sur la famille, c'est l'intervention que vous faites au Sénat, on va la regarder. Ah bon, d'accord. Et nous jugeons à la fin que quelques-uns des propos qui ont été tenus ici sont insultants pour nous. Croyez-vous que nous n'ayons pas de famille, que nous ne l'aimions pas? Croyez-vous que les homosexuels n'en aient pas? Qu'est-ce qui nous vaut de mériter vos leçons? Nous ne les supportons pas. Aujourd'hui, de notre côté, nous touchons au but. D'une façon ou d'une autre, j'estime que ceux qui ont voulu ce combat ont déjà gagné l'essentiel de la partie sur le plan moral. En effet, plus personne, à part quelques énergumènes, n'ose dire ouvertement que le couple homosexuel est en soi condamnable, ni qu'il attente aux bonnes mœurs, à la morale ou même à l'essence de la société. Plus personne, sauf M. Sellier, qui n'a pas manqué hier de renvoyer
ce projet de loi à l'augmentation des pathologies de la société. C'est une chose qu'il faut pouvoir oser devant une assemblée comme la nôtre. Plus personne n'ose contester que de tels couples puissent avoir des droits et que les violences qui leur ont été faites soient dorénavant inadmissibles. C'est cela qu'il y a dans ce texte. Vous gardez un souvenir musclé de ces interventions au Sénat? Le Sénat a quelque chose de très franc, de très rude. À l'époque, on était élu pour 9 ans. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas d'enjeu de pouvoir. Vous pouviez y aller franco, et personne ne se gênait. Hein. Alors, c'était toujours dans des formes qui nécessitaient une certaine élégance oratoire. Hein. Oui, davantage qu'à l'Assemblée, d'ailleurs. Beaucoup. Ah ben moi, la première fois que j'ai mis les pieds à l'Assemblée, j'étais scandalisé. La violence des propos, tout le monde qui crie en même temps. Au Sénat aussi, on crie, mais pas tant. Et puis, c'est mortel, le Sénat. Vous tombez sur des gens qui sont des super spécialistes de leur domaine, et si vous vous trompez, mais dans cheveux, vous êtes mort. Et est-ce que vous aviez l'impression, vous à la fois à gauche, et peut-être eux aussi à droite, d'enclencher quelque chose d'irréversible avec le Pacs? Pour ma part, je n'ai jamais cru à l'irréversibilité des lois qui portent sur des sujets de cette nature. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que ce n'était pas fin la colère d'un certain nombre de ceux qui s'opposent à moi à ce moment-là. C'est un procédé rhétorique que j'utilise quand je dis « oui, maintenant tout le monde est d'accord ». C'était évidemment pour marginaliser ce qui ne l'était pas. C'est pas vrai qu'à cette époque, tout le monde trouve ça normal. C'est pas vrai. Alors maintenant, oui. Mais alors, est-ce que c'est irréversible? Non. Est-ce que ce qui a été acquis l'a été? Oui. Parce que même les pires râleurs n'oseront pas dire « ah ben écoutez, on va abroger ça ». Vous savez bien que pratiquement tous y ont renoncé. Alors, dans les débats au Sénat, une autre voix de gauche va compter, c'est celle de Bertrand Delanoë, qui a été la première personnalité politique à rendre publique son homosexualité à la télévision. Alors, quand le sénateur de Paris prend la parole dans l'hémicycle du Sénat quelques mois plus tard, sa voix prend une résonance particulière. Regardez. Chers collègues, j'entendais toujours beaucoup parler tout à l'heure d'orientation sexuelle. Ne parlez pas que d'orientation sexuelle, il y a du lien amoureux, il y a le droit à la tendresse et tout simplement la dignité de chacun. Le Pacs reconnaît l'universalité du lien amoureux. C'est pourquoi, avec sérénité, nous soutenons ce projet honorable, parce qu'il renforce le lien social et parce qu'il représente un progrès d'ordre philosophique. Non, il ne peut être réduit à des considérations exclusivement financières ou techniques. Oui, ce texte a également une portée symbolique. La beauté de l'intervention de Bertrand Delanoë et la force, c'est qu'il intervenait en excipant du lien amoureux. Et je pense que c'était très courageux de sa part, à l'époque, très courageux, et dans une enceinte comme le Sénat. Et donc, il a libéré la parole. Et ça, c'est quelque chose qu'on lui doit à lui, parce que cet acte, c'est lui qui l'a posé le premier. Et puis, ensuite, parce qu'il a dit l'essentiel, que non, c'était pas un sujet technique ou fiscal, à quoi tous les autres auraient bien voulu qu'on limite la conversation. On lui doit à tous quelque chose ce jour-là. Je voudrais qu'on regarde maintenant un autre extrait de votre intervention qui est dans votre conclusion. Regardez. Ce que je crois que nous sommes en train de faire, Pacs, parité, limitation du cumul des mandats, c'est une révolution culturelle tranquille qui fait que la gauche est bien à sa place et bien dans son rôle dans le travail qu'elle est en train d'accomplir. Vous parlez de révolution culturelle tranquille. Pas si tranquille que ça. Mais c'était pour dire qu'il n'y avait pas de barricade ni de coup de feu. Et vous dites aussi, la gauche est à sa place. Oui, la gauche était à sa place. Quand elle instaurait davantage de liberté. Et de droit. Pour de droit et de respect pour la personne humaine. Maintenant, des gens de droite pouvaient parfaitement être à leur place dans cette attitude. Parce que, nous pouvons aussi partager ça. Alors, ça n'est pas la propriété exclusive de la gauche. Il me semble qu'il serait tout à fait contraire à l'esprit de gauche de refuser cette liberté. Mais ça ne lui est pas réservé. Parce que certains vont voir aussi dans ce Pacs l'amorce d'un virage de la gauche et du Parti socialiste en particulier vers des préoccupations plus sociétales que sociales. Et ça, c'est une invention de la petite bourgeoisie enragée qui aime bien inventer des catégories pour expliquer pourquoi elle ne fait rien dans les élections et qui s'étonne ensuite des désastres qui s'en suivent. Quand on crée une liberté, quand on est pour l'égalité sociale, au nom de quoi serait-on contre l'égalité des droits et en quoi est-ce une liberté sociétale?
Pourquoi on distingue les deux? Il n'y a pas de distinction entre les deux. Qui veut la liberté à un endroit, la veut à l'autre.